Ce jour-là, en rentrant plus tôt que prévu, j'ai entendu une phrase qui a tout détruit. Une seule phrase. 10 mots qui ont effacé 60 ans de souvenirs, de sacrifices, d'amour maternel. Dès que la vieille disparaît, l'argent est tout à nous. Je m'appelle Dominique. J'ai 84 ans. Et voici l'histoire que je n'aurais jamais voulu vivre, mais que je dois raconter pour toutes les femmes qui croient encore que le sang protège de la trahison. Ce matin de novembre, le ciel de Paris était gris perle. J'étais sortie pour ma promenade habituelle au jardin du Luxembourg. J'aime marcher lentement entre les statues, m'asseoir sur le même banc près de la fontaine Médicis. C'est mon rituel depuis 50 ans. Mon mari adorait cet endroit. Il disait que Paris avait une âme et que cette âme respirait dans ce jardin. Mais ce jour-là, il pleuvait. Une petite pluie fine, presque invisible, mais suffisante pour me faire rebrousser chemin. Je suis rentrée à la maison bien plus tôt que d'habitude, vers 10 heures du matin au lieu de midi. La grande porte en chêne de notre hôtel particulier du 7e arrondissement s'est ouverte sans bruit. J'ai posé mon parapluie dans le porte-manteau ancien, celui qui appartenait à ma belle-mère. Puis j'ai entendu des voix, venant du salon. La voix de mon fils, Nicolas, et celle de ma belle-fille, Élodie. Ils ne m'avaient pas entendu rentrer. Je me suis figée dans le couloir. Pas par curiosité, plutôt par instinct. Quelque chose dans le ton était différent, froid, calculateur. Elle devient de plus en plus confuse, disait Élodie. Hier encore, elle m'a redemandé 3 fois si j'avais arrosé les orchidées. Nicolas a ri. Un rire que je ne lui connaissais pas. Métallique. C'est parfait. Le médecin que tu as trouvé, il est prêt à signer le certificat d'incapacité? Oui. Dès qu'on aura assez de preuves, il déclare qu'elle n'est plus apte à gérer ses biens. Après ça, la procuration nous revient. Et ensuite, un silence. Puis la phrase « Dès que la vieille disparaît, l'argent est tout à nous ». Mon cœur s'est arrêté. Pas de douleur physique, juste un vide, un abîme qui s'ouvre sous vos pieds et vous aspire sans bruit. Je n'ai pas crié, je n'ai pas couru vers eux, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fait demi-tour, lentement, en silence. Je suis montée dans ma chambre, j'ai refermé la porte, et j'ai sorti de mon sac à main une vieille clé en cuivre, celle du coffre où je garde les papiers de la maison, les titres de propriété, le testament de mon mari. Cette clé, elle m'a toujours rassurée. Elle représentait la sécurité, l'héritage, la famille. Mais ce matin-là, en la tenant dans ma main tremblante, je me suis demandé si ma propre maison était encore un refuge. J'ai attendu midi. Quand ils sont sortis déjeuner, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Maître Lavigne, mon avocat depuis 30 ans. Dominique, tout va bien? Non, non, Charles, rien ne va. J'ai besoin de vous voir, aujourd'hui même. C'est urgent. Il a entendu quelque chose dans ma voix, quelque chose qui ne ment pas. Je vous attends à 15 heures dans mon cabinet. Quand je suis arrivée chez Maître Lavigne, il m'a fait asseoir dans son grand fauteuil en cuir bordeaux, celui où j'avais signé tant de documents avec mon mari, autrefois. Les testaments, les donations, les actes notariés, je lui ai tout raconté, la phrase, le plan, les accusations de confusion mentale, la procuration. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a posé ses mains sur son bureau et m'a regardé droit dans les yeux. « Dominique, je vais être très direct avec vous. Si ce que vous me dites est vrai, nous devons agir vite, mais j'ai besoin de preuves. » « Quelles preuves? Vous avez un système de surveillance dans la maison? » Je n'y avais même pas pensé. Mon mari en avait fait installer un, il y a des années, après un cambriolage dans le quartier. Des caméras discrètes dans le salon, le couloir, la cuisine. Oui, nous en avons un. Donnez-moi accès aux enregistrements. Je veux tout vérifier. Le lendemain, Maître Lavigne m'a rappelé. Sa voix était grave, presque blanche. « Dominique, il faut que vous veniez immédiatement. J'ai visionné les vidéos. » Et alors, un silence. Long, trop long. Ce que j'ai vu est bien pire que ce que vous imaginez. Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous dire? Je ne peux pas vous l'expliquer par téléphone. Mais croyez-moi, Dominique, il a hésité. Puis il a ajouté, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Vous ne devriez pas vivre sous le même toit qu'eux. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. » J'ai raccroché le téléphone. Les mots de Maître Lavigne résonnaient encore dans ma tête comme une cloche fêlée. Vous ne devriez pas vivre sous le même toit qu'eux. Je suis restée assise dans mon fauteuil près de la fenêtre.
celui où je lis tous les soirs, enveloppé dans mon châle en cachemire bleu. De là, je vois le petit jardin intérieur, les rosiers que j'ai plantés avec mon mari il y a 40 ans, le banc en fer forgé où Nicolas jouait enfant. Comment en étions-nous arrivés là? Cette maison, nous l'avions achetée en 1968. Mon mari, Henri, venait d'hériter d'une petite fortune de son oncle. J'avais 30 ans. Nicolas venait de naître. Je me souviens du jour où nous avons franchi ce seuil pour la première fois. Les murs sentaient la peinture fraîche et le bois ciré. Henri m'avait prise dans ses bras et m'avait fait tourner dans le grand salon vide. « Regarde, Dominique, tout cet espace, toute cette lumière, c'est ici que nous allons construire notre vie. » Il avait raison. Pendant des années, cette maison a été remplie de rires, de musique, de dimanches en famille. Je revois Nicolas, à 5 ans, courir dans le couloir avec son petit train en bois, ses cheveux blonds ébouriffés, ses grands yeux verts qui ressemblaient tant à ceux de son père. Il adorait se cacher derrière le rideau du salon et crier « Maman, trouve-moi !» Et je faisais semblant de chercher partout, en exagérant mes gestes, jusqu'à ce qu'il éclate de rire. Chaque soir, Henri rentrait du travail et soulevait Nicolas dans les airs. « Moi, mon champion, qu'as-tu appris aujourd'hui ?» Nicolas racontait ses journées avec tant de passion. Ses dessins, ses jeux, ses amis du parc Monceau. Nous dînions ensemble, tous les trois, dans la grande salle à manger. Henri me prenait la main par-dessus la table et me souriait. « Merci, Dominique, pour tout cela, pour lui, pour nous. » Les années ont passé. Nicolas a grandi. Il est devenu un jeune homme brillant, polytechnique, diplômé avec les félicitations du jury. Henri était si fier. Moi aussi. Quand Henri est tombé malade, un cancer foudroyant, diagnostiqué trop tard, Nicolas était là, à ses côtés. Il tenait sa main pendant les derniers jours. Henri est mort un soir de juin, dans notre chambre, entouré de nous deux. Ses derniers mots ont été pour Nicolas. « Prends soin de ta mère. Elle a tout donné pour toi. » Nicolas avait pleuré. Il avait promis. « Je te le jure, papa. Je veillerai sur elle. Toujours. » Après la mort d'Henri, la maison est devenue plus silencieuse. Plus grande aussi. Comme si les murs s'étaient éloignés les uns des autres. Nicolas venait me voir régulièrement. Nous prenions le thé ensemble dans le salon. Il me racontait son travail. Il était devenu directeur financier dans une grande entreprise. Il me parlait de ses projets, de ses voyages. Puis, il y a 5 ans, il a rencontré Élodie, une jeune femme élégante, cheveux châtains coupés au carré, sourire parfait, trop parfait peut-être. Dès le début, quelque chose me dérangeait chez elle. Pas quelque chose de précis, plutôt une intuition, une froideur dans le regard, une manière de me regarder comme si elle évaluait quelque chose. Mais je n'ai rien dit. Nicolas semblait heureux. Après leur mariage, ils ont emménagé dans la maison. Nicolas m'avait proposé l'idée avec douceur. « Maman, tu es seule ici. Cette maison est trop grande pour toi. Et si nous venions vivre avec toi, comme ça, tu ne serais plus seule. » J'ai accepté. Par amour, par confiance, par besoin aussi peut-être. Les premiers mois, tout allait bien. Élodie se montrait aimable. Elle m'aidait pour les courses. Elle m'accompagnait parfois au marché. Mais peu à peu, j'ai senti un changement. Des petits détails, des regards échangés entre elle et Nicolas, des conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce, des portes fermées. Et puis, il y a eu ces moments étranges. Un matin, je me suis réveillée avec un terrible mal de tête, une confusion, comme si mon esprit flottait. Élodie m'a apporté mon café, comme tous les matins. « Tenez, Dominique, buvez, ça ira mieux. » J'ai bu. Mais après, je me sentais encore plus fatiguée, absente. Cela s'est répété, jour après jour, semaine après semaine. Je perdais mes mots, j'oubliais des choses simples. Où j'avais posé mes lunettes, si j'avais arrosé les plantes. Nicolas me regardait avec inquiétude. « Maman, tu devrais voir un médecin. Tu as des troubles de mémoire. » Moi, je protestais. « Non, non, c'est juste la fatigue, l'âge. » Mais au fond, j'avais peur. Peur de devenir cette vieille femme confuse. Peur de perdre mon esprit. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, je comprends. Les cafés d'Élodie, les maux de tête, la confusion. Ce n'était pas l'âge, c'était autre chose, quelque chose de bien plus sombre. Je me suis levée de mon fauteuil et je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Au fond, enveloppée dans un mouchoir en dentelle, se trouvait la vieille clé en cuivre. Je l'ai serrée dans ma main.
Cette clé représentait tout, la maison, l'héritage, la mémoire d'Henri, mais surtout, elle représentait ma liberté. Et personne, pas même mon propre fils, ne me la prendrait. Le lendemain matin, je devais retourner chez Maître Lavigne. Il avait insisté pour que je vienne seule, sans prévenir Nicolas et Élodie. Dominique, ce que je dois vous montrer. Vous devez être préparés. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait trop fort. Qu'avait-il découvert dans ces vidéos de surveillance? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent. Je suis arrivée au cabinet de Maître Lavigne à 15 heures précises. Le ciel de Paris était d'un gris métallique. Il faisait froid, un froid qui s'infiltrait sous la peau. Son assistante m'a conduite directement dans son bureau. Charles Lavigne m'attendait debout près de la fenêtre. Il s'est retourné en m'entendant entrer. Son visage était grave. « Dominique, asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis installée dans le fauteuil en cuir. Mes mains tremblaient légèrement. Je les ai posées sur mes genoux pour les calmer. Il s'est assis en face de moi et a ouvert un dossier. Puis il a allumé son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. « Je dois vous montrer quelque chose, mais avant, dites-moi, avez-vous remarqué des changements dans votre santé ces derniers mois ?» J'ai hésité. Oui, des maux de tête, des oublis, une confusion que je ne comprends pas. Mon médecin dit que c'est l'âge, mais... Votre médecin habituel? Non. Élodie a insisté pour que je consulte un nouveau spécialiste, un gériatre. Elle disait que ce serait mieux pour mon suivi. Maître Lavigne a hoché la tête lentement, comme s'il venait de confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Dominique, regardez ces images. Sur l'écran, j'ai vu mon salon. La caméra était placée en hauteur, discrète, dans un angle que j'avais oublié. La vidéo datait de 3 semaines plus tôt. Le matin, 7 heures. Je me voyais descendre l'escalier en robe de chambre. Élodie était déjà dans la cuisine. Elle préparait le café. Mon café. J'ai vu Élodie sortir un petit flacon de son sac à main. Un flacon transparent. Elle a jeté un coup d'œil vers l'escalier, pour vérifier que je n'arrivais pas. Puis elle a versé quelques gouttes dans ma tasse. Ensuite, elle a remué avec soin. Et elle a remis le flacon dans son sac. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle me donne? Maître Lavigne a tapé sur son clavier et une autre vidéo est apparue. Même scène, autre jour, même geste, puis une troisième, une quatrième, pendant des semaines, tous les matins. J'ai fait analyser le contenu du flacon par un laboratoire privé. J'ai récupéré l'original dans la maison hier soir, grâce à un huissier. Il a sorti un document du dossier et me l'a tendu. C'est un sédatif léger, mélangé à un autre produit qui provoque des troubles cognitifs temporaires. En petites doses répétées, cela crée des symptômes similaires à ceux de la démence. Confusion, perte de mémoire à court terme, désorientation. Mes mains sont devenues glacées. Elle m'empoisonne? Pas au sens mortel du terme. Mais oui, elle vous administre une substance pour vous rendre confuse, pour faire croire que vous perdez vos facultés mentales. J'ai porté ma main à ma bouche. La nausée m'a envahi. Mais pourquoi? Maître Lavigne a soupiré. Pour obtenir une déclaration d'incapacité. Ensuite, une mise sous tutelle. Et avec la tutelle, le contrôle total de vos biens. J'ai fermé les yeux. Les images tournèrent dans ma tête. Élodie, souriante, me tendant mon café tous les matins. « Tenez, Dominique, buvez pendant que c'est chaud. » Son sourire. Ce sourire que j'avais pris pour de la gentillesse. Et Nicolas, mon fils, mon propre fils. Savait-il? Comme s'il lisait dans mes pensées, Maître Lavigne a ouvert une autre vidéo. Cette fois, c'était le soir. Nicolas et Élodie étaient dans le salon, seuls. « Combien de temps encore avant qu'on puisse la faire examiner ?» demandait Nicolas. Élodie haussait les épaules. « Le médecin dit qu'il faut encore 3 semaines. Il veut être sûr que les symptômes soient bien installés. Après, il signera le certificat d'incapacité. » Nicolas hochait la tête. « Et après ? » Après, on demande la tutelle. On vend cette baraque, on place l'argent et on la met dans une maison médicalisée. Discrète. Personne ne posera de questions. Nicolas avait souri. Un sourire que je ne lui connaissais pas. Froid. Calculateur. Enfin, on pourra vivre. La vidéo s'est arrêtée. Je ne pleurais pas. Je ne pouvais pas. C'était au-delà des larmes. C'était une douleur sans nom. Une trahison qui déchirait quelque chose de profond. Quelque chose qu'on ne peut pas recoudre. Mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé, aimé, il voulait me faire disparaître. Maître Lavigne a refermé l'ordinateur.
Dominique, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que vous ne devez plus vivre sous le même toit qu'eux. C'est dangereux. Ils ne s'arrêteront pas. J'ai serré la clé en cuivre au fond de ma poche. Ma main s'y accrochait comme à une bouée. Que dois-je faire? Partir, immédiatement. J'ai déjà préparé un lieu sûr, un petit appartement dans le 16e arrondissement, au nom d'une de mes sociétés. Ils ne pourront pas vous y retrouver. Ensuite, nous porterons plainte. Empoisonnement, tentative d'escroquerie. Nous avons toutes les preuves. J'ai acquiescé lentement. Mais au fond de moi, une question brûlait. Comment un enfant devient-il capable d'une telle cruauté? Je suis rentrée à la maison ce soir-là en faisant semblant que tout allait bien. J'ai dîné avec eux. Élodie m'a servi mon verre d'eau. Vous avez l'air fatigué, Dominique. J'ai souri. Oui, juste un peu lasse. Nicolas a posé sa main sur la mienne. Repose-toi, maman. Tu en as besoin. J'ai regardé ses yeux verts, les yeux d'Henri, les yeux que j'avais tant aimés. Mais ce soir-là, je n'y ai vu que de la froideur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir. J'écoutais les bruits de la maison, les craquements du parquet, le vent contre les vitres, et je pensais à cette phrase qu'Henri m'avait dite, des années auparavant, quand Nicolas était encore enfant. Dominique, un jour, il faudra le laisser partir, le laisser devenir lui-même, même si cela nous fait mal. Je n'avais pas compris, à l'époque. Maintenant, je comprenais. Mais jamais je n'aurais imaginé que le laisser partir signifierait fuir ma propre maison, fuir mon propre fils. Le lendemain, pendant qu'ils étaient ressortis, j'ai fait mes valises. Une seule, petite, discrète. J'ai pris quelques vêtements, mes papiers, la photographie d'Henri et la clé en cuivre. Maître Lavigne est venu me chercher en voiture. Il m'a conduite vers ce petit appartement inconnu, un refuge temporaire, une fuite nécessaire. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois la maison. Cette maison où j'avais été heureuse, où j'avais aimé, où j'avais cru construire un foyer éternel. Mais les foyers, parfois, deviennent des prisons. Et il faut avoir le courage de s'en échapper. L'appartement était petit, propre, anonyme. Un salon avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Une chambre aux murs blancs. Une cuisine équipée du strict nécessaire. Rien qui me rappelait ma vie d'avant. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Maître Lavigne m'a aidé à porter ma valise. Personne ne connaît cette adresse. Vous êtes en sécurité ici. Je reviendrai demain matin avec les documents pour la plainte. En attendant, reposez-vous. Et surtout, ne les contactez pas. Pas encore. Il m'a tendu un téléphone portable. Un nouveau numéro. Seul moi l'ai. Si quoi que ce soit se passe, appelez-moi immédiatement. J'ai pris le téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient juste, vides. Quand Maître Lavigne est parti, je me suis assise sur le canapé. Le silence était total. Pas de Nicolas rentrant du travail. Pas d'Élodie préparant le dîner. Pas de bruit familier. Juste moi. Et ce vide, immense. J'ai posé ma main sur mon cœur. Il battait lentement. Trop lentement, peut-être. Pour la première fois depuis des années, je me sentais lucide. Mon esprit était clair. Aucune confusion. Aucun brouillard. Pas de café préparé par Élodie. J'ai ouvert ma valise et j'en ai sorti la photographie d'Henri, celle que je gardais sur ma table de nuit. Nous étions jeunes, la trentaine. Nicolas avait 2 ans. Nous étions au jardin du Luxembourg. Henri me tenait par la taille. Nous sourions. J'ai posé la photo sur la petite table près de la fenêtre. « Henri, murmurai-je, si tu voyais ce que notre fils est devenu. » Les larmes sont enfin venues. Pas de sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient lentement sur mes joues. Pas de larmes de colère, de larmes de deuil, le deuil de l'enfant que j'avais cru connaître. Le lendemain matin, mon ancien téléphone, que j'avais laissé éteint, s'est mis à vibrer. Je l'ai rallumé. 15 appels manqués de Nicolas. 8 messages. J'ai ouvert le premier. « Maman, où es-tu ? On s'inquiète. Rappelle-moi. » Le deuxième. « Maman, ce n'est pas drôle. Élodie a appelé les hôpitaux. Dis-nous où tu es. » Le troisième était différent, plus froid. « Si tu es parti à cause de quelque chose qu'on a dit, on peut t'en parler. Mais il faut que tu reviennes. Cette maison est aussi la tienne. » Puis le 8e, le dernier. « Maman, j'ai appelé Maître Lavigne. Il refuse de me dire où tu es. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? On ne comprend pas. » J'ai éteint le téléphone. Il ne comprenait pas. Bien sûr qu'il ne comprenait pas.
Dans leur esprit, j'étais juste une vieille femme confuse qui avait disparu. Ils ne savaient pas encore que je savais. Maître Lavigne est arrivé en milieu de matinée avec un dossier épais. « Dominique, voici la plainte. Empoisonnement. Tentative d'escroquerie. Abus de faiblesse. Nous avons tous les éléments, les vidéos, l'analyse du flacon, les témoignages. Le procureur va ouvrir une enquête. J'ai parcouru les documents. Chaque mot était une dague. Madame Dominique Mercier porte plainte contre son fils, Monsieur Nicolas Mercier, et sa belle-fille, Madame Élodie Mercier, pour administration de substances altérant le discernement. Il faut que vous signiez ici et là. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait un peu. Charles, une fois que j'aurai signé, il n'y aura plus de retour en arrière, n'est-ce pas? Il m'a regardé avec une infinie douceur. Non, Dominique, plus de retour en arrière. Mais c'est la seule manière de vous protéger et de leur faire comprendre la gravité de leurs actes. J'ai signé. Les jours suivants ont été étranges. J'étais libre, en sécurité, mais terriblement seule. Je passais mes journées à regarder par la fenêtre, à lire, à repenser à tout. Où avais-je échoué en tant que mère? Henri et moi, nous avions tout donné à Nicolas. L'éducation, l'amour, les valeurs, le respect, la générosité. Comment un enfant élevé dans tant d'amour pouvait-il devenir cela? Un soir, alors que je buvais une tisane près de la fenêtre, mon nouveau téléphone a sonné. Maître Lavigne. Dominique, ils savent. Comment? La police s'est présentée chez eux ce matin pour les convoquer. Ils ont été interrogés. Nicolas a essayé de me joindre une dizaine de fois. Et ils nient tout. Élodie aussi. Ils disent que vous êtes confuse, que vous avez des hallucinations, qu'ils se faisaient du souci pour vous. Ils ont même produit un certificat médical de ce fameux gériatre qui atteste de vos troubles cognitifs. Un rire amer m'a échappé. Bien sûr, mais nous avons les vidéos, Dominique, et l'analyse toxicologique. Ils peuvent nier tant qu'ils veulent. Les preuves sont irréfutables. Le lendemain, j'ai reçu une lettre, déposée dans ma boîte aux lettres, sans timbre. Ils avaient trouvé mon adresse. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'était l'écriture de Nicolas. « Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi cette plainte? Pourquoi ces accusations folles? Élodie et moi, nous t'aimons. Nous voulions juste prendre soin de toi. Tu vas mal, maman. Ton avocat te manipule. Il veut te monter contre nous. S'il te plaît, reviens à la maison. On peut tout arranger. Je suis ton fils, ton unique enfant. Papa m'a fait promettre de veiller sur toi, et c'est ce que j'ai toujours fait. Ne détruis pas notre famille pour des malentendus. Je t'aime, maman. Nicolas, j'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table. Mes yeux sont tombés sur la photographie d'Henri. Papa m'a fait promettre de veiller sur toi. C'était vrai. Henri avait dit cela, ces derniers mots. Mais veiller sur quelqu'un ne signifie pas l'empoisonner, le voler, le faire disparaître. Veiller sur quelqu'un, c'est l'aimer, le respecter, l'honorer jusqu'au bout. J'ai pris la lettre et je l'ai déchirée lentement, en petits morceaux, un à un. Puis j'ai jeté les morceaux dans la poubelle. Non, Nicolas, tu ne me feras pas douter. Pas cette fois. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent, où ils trouvent d'autres cœurs qui ont peut-être connu la trahison. 3 jours après avoir reçu la lettre de Nicolas, Maître Lavigne m'a convoqué à son cabinet. « Dominique, l'enquête avance. Et nous avons découvert d'autres éléments. » Son visage était sombre, plus sombre que d'habitude. Quels éléments? Il a sorti un nouveau dossier, plus épais, rempli de documents bancaires. Nous avons demandé une ordonnance pour examiner vos comptes, et ceux de Nicolas et Élodie. Il a étalé les relevés devant moi. Regardez, ici, des virements réguliers, de votre compte vers celui d'Élodie. 5 000 € par mois, depuis 2 ans. Mon cœur s'est serré. Mais je n'ai jamais autorisé ces virements. Je sais. Regardez la signature sur les autorisations de virement. Il m'a tendu une feuille. La signature ressemblait à la mienne. Mais ce n'était pas la mienne. Légèrement tremblante, comme celle d'une personne âgée qui perd le contrôle. Ils ont falsifié votre signature, et ce n'est pas tout. Il a tourné une page. Ici, une procuration bancaire signée il y a 6 mois. Vous donnez à Nicolas le droit de gérer tous vos comptes en cas d'incapacité. Je n'ai jamais signé cela. Je le sais, l'expertise graphologique le confirmera. Mais Dominique, regardez la date. 6 mois avant que vous ne commenciez à avoir ces troubles. J'ai compris.
Le plan était en marche depuis longtemps. Maître Lavigne a continué, la voix grave. Ils ont aussi contacté 3 maisons de retraite médicalisées, des établissements privés, très chers. Ils ont demandé des devis pour une personne atteinte de troubles cognitifs sévères. Il a posé devant moi des courriels imprimés. J'ai lu. Bonjour, nous cherchons un établissement pour ma mère, 84 ans, atteinte de démence précoce. Elle nécessite une surveillance 24 heures sur 24. Les mots dansaient devant mes yeux. Ma mère, démence précoce, surveillance. Ils voulèrent m'enfermer. Ce n'était pas une question, c'était une constatation, froide, terrible. Maître Lavigne a acquiescé. Oui, ils vous administraient ces substances pour créer les symptômes. Ensuite, ils obtenèrent le certificat médical, puis la mise sous tutelle. Ensuite, ils vous plaçaient dans un établissement. Et enfin, ils vendaient à la maison et disposaient librement de votre fortune. Combien? Pardon? Combien vaut ma fortune? Il a hésité. Avec la maison, les placements, les actions héritées d'Henri, environ 3 800 000 euros. Je suis restée silencieuse un long moment. 3 800 000 euros. C'était le prix de ma vie, le prix de ma liberté, le prix de mon esprit. Pour Nicolas et Élodie, j'étais devenue un obstacle, une vieille femme gênante qui possédait trop et vivait trop longtemps. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Maître Lavigne a soupiré. Oui, Nicolas a des dettes, beaucoup de dettes. Il a sorti d'autres documents. Il a investi dans une société qui a fait faillite il y a 1 an. Il a perdu près de 400 000 euros. Des emprunts personnels qu'il doit rembourser. La banque menace de saisir ses biens. Il ne m'a jamais rien dit. Non, il vous a caché sa situation. Et Élodie? Il a marqué une pause. Élodie a un passé. Elle a déjà été condamnée pour escroquerie il y a 10 ans. Usurpation d'identité. Elle a purgé 2 ans de prison. Nicolas l'a rencontrée peu après sa sortie. Mon sang s'est glacé. Nicolas savait? Nous ne pouvons pas le prouver. Mais oui, très probablement. Je me suis levée et je suis allée vers la fenêtre. Paris s'étendait devant moi. Gris, froid, indifférent. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Les signes étaient là, depuis le début. Le changement de comportement de Nicolas après son mariage. Son insistance pour que j'aille voir ce nouveau médecin. Les questions d'Élodie sur mes biens, mes comptes, mes placements. Vous avez fait un testament, Dominique? Vous devriez tout mettre au nom de Nicolas pour éviter les problèmes de succession. Cette maison est trop grande pour vous. Vous devriez la vendre. Tous ces petits mots, toutes ces petites attentions. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la prédation. Je me suis retournée vers Maître Lavigne. Que va-t-il se passer maintenant? L'enquête suit son cours. Avec toutes ces preuves, le procureur va demander leur mise en examen. Élodie risque la prison. Nicolas aussi. Pour empoisonnement, escroquerie, faux et usage de faux. Il a marqué une pause. Dominique, je dois vous poser une question difficile. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? C'est votre fils. Si vous retirez votre plainte maintenant, tout peut encore s'arrêter. J'ai regardé la photographie d'Henri que j'avais apportée avec moi. Henri, qui m'avait toujours dit « La vérité, Dominique, toujours la vérité, même quand elle fait mal. » Non, Charles, je ne retirerai pas ma plainte. Mon fils a fait un choix. Il doit maintenant en assumer les conséquences. En rentrant à l'appartement ce soir-là, j'ai trouvé une autre lettre dans ma boîte. Pas de Nicolas cette fois, d'Élodie. L'écriture était élégante, presque trop. Dominique, je sais ce que vous pensez de moi, mais vous vous trompez. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Les médicaments que je vous donnais, c'était sur ordre du médecin, pour vous aider à dormir, pour calmer votre anxiété. Nicolas vous aime. Il est désespéré. Il pleure tous les soirs. Il ne comprend pas pourquoi vous lui faites cela. Si vous continuez, vous allez le détruire. Vous allez détruire votre propre fils. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Réfléchissez bien. Il est encore temps de tout arrêter, de rentrer à la maison, de redevenir une famille. Élodie. J'ai relu la lettre 3 fois. Chaque mot était calculé. Chaque phrase était une manipulation. Pour vous aider à dormir. Il pleure tous les soirs. Vous allez le détruire. Non, ce n'était pas moi qui détruisais Nicolas. C'était lui qui s'était détruit. En choisissant l'argent, en choisissant la trahison, en choisissant de faire de sa propre mère une victime. J'ai sorti de ma poche la vieille clé en cuivre. Je l'ai tenue dans ma main. Elle était chaude, presque vivante. Cette clé représentait ma maison, mon passé, mes souvenirs avec Henri,
Mais elle représentait aussi autre chose maintenant. Elle représentait ma capacité à fermer une porte, à tourner la clé, à partir, même quand partir signifie abandonner ce qu'on aime le plus au monde. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Henri. Nous étions dans le jardin du Luxembourg. Nicolas était petit. Il jouait près de la fontaine. Henri me tenait la main. « Dominique, tu as fait ce qu'il fallait. Mais c'est notre fils, Henri. » Non, c'était notre fils. Maintenant, c'est un homme qui a fait des choix, de mauvais choix. Et un enfant, même adulte, doit apprendre que les choix ont des conséquences. Je me suis réveillée en larmes. Mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'était des larmes de libération. Maître Lavigne m'a appelé un matin. « Dominique, le juge d'instruction souhaite vous entendre. C'est une procédure normale. Vous devrez témoigner officiellement. » « Quand ? » ?»« Demain, 10 heures, au palais de justice. Je vous accompagnerai. » J'ai raccroché. Mes mains étaient moites. Témoigner. Dire à voix haute, devant un juge, que mon propre fils avait tenté de me détruire. Le lendemain, nous sommes arrivés au palais de justice. Ces grands couloirs de marbre, ces portes imposantes, cette odeur de vieux papier et de justice rendue. J'ai attendu dans une petite salle, Maître Lavigne à mes côtés. Puis, on m'a appelé. Le juge était une femme d'une 50aine d'années. Regard perçant, voix posée. « Madame Mercier, je vous remercie d'être venue. Je vais vous poser quelques questions concernant votre plainte. » J'ai acquiescé. « Pouvez-vous me raconter, avec vos propres mots, ce qui s'est passé ?» J'ai respiré profondément. Puis j'ai commencé. J'ai tout raconté. Les cafés d'Élodie, les maux de tête, la confusion, la phrase que j'avais entendue ce jour-là, les vidéos, les faux documents, le plan pour m'interner. Le juge prenait des notes. Elle m'écoutait sans m'interrompre. « Madame Mercier, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Mentalement, je veux dire. Lucide, parfaitement lucide, pour la première fois depuis des mois. Et physiquement ? Mieux, bien mieux. Tous les symptômes ont disparu depuis que je ne bois plus le café préparé par ma belle-fille. Le juge a hoché la tête. Nous avons fait procéder à un examen médical indépendant. Les résultats confirment vos dires. Vous ne présentez aucun signe de démence ou de troubles cognitifs. En revanche, des traces de benzodiazépines et d'autres substances ont été retrouvées dans vos analyses sanguines. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Mercier, votre fils et votre belle-fille nient catégoriquement les faits. Ils affirment que vous souffrez de paranoïa, que vous inventez tout cela. Êtes-vous absolument certaine de vos accusations ?» J'ai soutenu son regard. « Madame la juge, j'ai vécu 84 ans. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai souffert. Mais jamais je n'ai menti. Ce que je vous dis est la vérité. Mon fils et sa femme ont essayé de me détruire pour s'approprier mon argent. J'en suis absolument certaine. » Un silence. Puis le juge a refermé son dossier. « Merci, Madame Mercier. Vous pouvez disposer. » En sortant du palais de justice, Maître Lavigne m'a pris le bras. « Vous avez été parfaite, Dominique, digne, calme, crédible. Et maintenant ? Maintenant, le juge va rendre son ordonnance de mise en examen. Nicolas et Élodie seront officiellement accusés. Ensuite, le procès. Combien de temps ? 6 mois, peut-être 1 an. La justice est lente, mais elle finit toujours par arriver. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai trouvé un message sur mon nouveau téléphone. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai écouté. La voix de Nicolas. « Maman, je sais que tu ne veux plus me parler, mais s'il te plaît, écoute-moi juste une fois. » Un silence, un souffle. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Tout est allé trop loin. Au début, c'était juste, on avait besoin d'argent. Élodie disait que c'était temporaire, que tu ne remarquerais rien, que ça ne te ferait pas de mal. » Sa voix tremblait. Mais ensuite, elle a eu cette idée. La procuration, l'internement. Elle disait que c'était la seule solution, que tu étais déjà vieille, que tu ne profitais plus de rien, que cet argent, il nous revenait de droit. Un autre silence. J'ai essayé d'arrêter. Plusieurs fois, mais j'étais trop endettée, trop faible. Et puis je me suis dit que papa aurait voulu que je prenne soin de moi, que je sois heureux. Sa voix s'est brisée. « Maman, je t'en supplie, retire ta plainte. Je ferai tout ce que tu veux. Je te rendrai l'argent. Je quitterai Élodie. Le message s'est coupé. J'ai écouté le message 3 fois. Chaque fois, mon cœur se serrait un peu plus. Parce que dans sa voix,
j'entendais l'enfant qu'il avait été. Le petit garçon qui pleurait quand il se faisait mal, qui venait se réfugier dans mes bras. Mais j'entendais aussi autre chose, la manipulation, l'excuse, la tentative de me faire porter la culpabilité. Papa aurait voulu que je sois heureux. Non, Nicolas, papa aurait voulu que tu sois un homme de bien, un homme d'honneur, pas un homme qui empoisonne sa propre mère. J'ai effacé le message, puis je me suis assise près de la fenêtre. J'ai sorti de ma poche la clé en cuivre. Je l'ai regardée longuement. Cette clé, elle ne me servait plus à rien. La maison n'était plus un refuge. Elle était devenue une prison dont je m'étais échappée. Mais je la gardais quand même. Pas pour ouvrir une porte, pour me rappeler que j'avais eu la force de la fermer. Le lendemain, Maître Lavigne m'a appelé à nouveau. « Dominique, le juge a rendu son ordonnance. Nicolas et Élodie sont mis en examen. Ils doivent se présenter au commissariat demain matin. Seront-ils arrêtés? Non, pas dans l'immédiat, mais ils seront placés sous contrôle judiciaire. Interdiction de vous approcher, interdiction de quitter le territoire, et saisie de leur compte bancaire. » Un silence. « Dominique, il y a autre chose. Nicolas a demandé à vous voir. Mon cœur s'est arrêté. Me voir? Oui. Il a écrit une lettre au juge. Il dit qu'il veut vous parler, vous expliquer, vous demander pardon. Et que dit le juge? Que c'est à vous de décider. Si vous acceptez, la rencontre aura lieu dans un cadre contrôlé, au commissariat, en présence d'un tiers. J'ai fermé les yeux. Revoir Nicolas, revoir mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, aimé de tout mon être, l'homme qui avait essayé de me détruire. Je me suis demandé ce qu'Henri aurait fait à ma place. Henri, qui croyait au dialogue, au pardon, à la rédemption, mais Henri croyait aussi à la responsabilité, à la justice, à la vérité. Charles, dites au juge que j'accepte. Je veux voir mon fils, une dernière fois. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous accepté de revoir votre enfant après une telle trahison? Dites-le moi en commentaire. Parfois, vos réponses m'aident à comprendre mes propres décisions. Le commissariat sentait le café froid et le papier administratif, une odeur neutre, presque clinique. Maître Lavigne m'accompagnait. Nous avons été conduits dans une petite salle, 4 chaises. Une table en formica gris, une fenêtre qui donnait sur un parking. Rien de chaleureux, rien de familial. C'était parfait ainsi. « Vous êtes sûr, Dominique ?» m'a demandé Maître Lavigne une dernière fois. « Oui, il faut que je fasse cela, pour moi. » Il a hoché la tête. « Je serai juste à côté. Si à un moment vous voulez arrêter, vous n'avez qu'à faire un signe. » La porte s'est ouverte. Nicolas est entré. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Pas de joie, de douleur. Il avait maigri. Son visage était creusé. Ses yeux, les yeux verts d'Henri, étaient cernés. Il portait un costume froissé, pas rasé depuis plusieurs jours. Il s'est arrêté en me voyant. « Maman ?» Sa voix était brisée. Je ne me suis pas levée. Je suis restée assise, droite, calme. « Assieds-toi, Nicolas. » Il s'est assis en face de moi, ses mains tremblaient sur la table. Un policier est resté près de la porte, discret, silencieux, mais présent. Nous nous sommes regardés, longtemps, sans parler. J'ai cherché dans ses yeux l'enfant qu'il avait été, le petit garçon qui riait dans le jardin du Luxembourg, qui me demandait de lui lire des histoires le soir, mais je n'ai vu qu'un homme, un étranger. Tu voulais me voir, me voilà. Parle. Il a baissé les yeux. Je ne sais pas par où commencer. Commence par la vérité. C'est la seule chose que je veux entendre. Il a pris une inspiration tremblante. Tout ce que tu as découvert, c'est vrai. Les substances dans ton café, les faux documents, le plan pour te faire interner, tout. Sa voix s'est cassée. Je suis désolée, maman. Tellement désolée. J'ai attendu. En silence. Il a continué. Au début, c'était juste quelques virements. Élodie disait que tu ne remarquerais rien, que tu avais tellement d'argent, que tu n'en profitais même pas. Et tu l'as cru. J'étais désespérée. J'avais perdu tout mon argent dans cet investissement. La banque menaçait de tout saisir. Ma carrière était finie. Je ne voyais pas d'autre solution. Tu aurais pu me demander de l'aide. Il a relevé les yeux, rougi, humide. Te demander de l'aide? Toi qui me répétais sans cesse que papa était un homme responsable, que je devais être digne de lui. Comment pouvais-je t'avouer que j'avais tout perdu, que j'avais échoué? Sa voix montait.
Pas de colère, de détresse. Je ne pouvais pas te décevoir, maman. Pas toi. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un moment. Puis j'ai parlé. Calmement. Posément. Nicolas, écoute-moi bien. J'aurais préféré 1000 fois que tu me demandes de l'aide, que tu m'avoues ton échec, plutôt que tu me trahisses. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Un échec, cela se répare. Une trahison, jamais. Il a baissé la tête. Je sais, maman. Mais à un moment, c'est allé trop loin. Élodie, elle a eu cette idée. L'internement, la procuration. Elle disait que c'était la seule façon de tout régler rapidement. Et toi, tu as accepté. J'ai essayé de refuser, plusieurs fois. Mais elle sait comment me convaincre. Elle dit que tu es déjà vieille, que tu ne profites plus de rien, que cet argent dort, que nous sommes jeunes, que nous avons toute une vie devant nous. Il a levé les yeux vers moi, suppliant. Maman, elle m'a manipulée. Je le vois maintenant. Mais sur le moment, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Mon cœur était déjà brisé depuis longtemps. C'était l'espoir. Le dernier petit espoir que j'avais gardé qu'il assume, qu'il reconnaisse, qu'il soit un homme. Mais non. Même maintenant, même face à moi, il cherchait encore des excuses. Il rejetait la faute sur Élodie, sur les circonstances, sur la vie. Nicolas. Ma voix était douce, presque tendre. Tu as 52 ans, tu n'es plus un enfant. Personne ne t'a forcé à faire ce que tu as fait. Élodie t'a peut-être influencé, mais c'est toi qui as agi, toi qui as signé les faux documents. Toi qui m'as regardé te faire confiance pendant que tu me détruisais petit à petit. Il a ouvert la bouche pour protester. Je l'ai arrêté d'un geste. Laisse-moi finir. J'ai pris une longue inspiration. Quand ton père est mort, il t'a fait promettre de veiller sur moi. Tu te souviens? Nicolas a hoché la tête. Les larmes coulaient sur ses joues. Oui. Sais-tu ce que signifie veiller sur quelqu'un, Nicolas? Il ne répondait pas. Cela signifie protéger, respecter, aimer, même quand c'est difficile, même quand on a besoin d'argent, même quand la vie nous frappe. J'ai marqué une pause. Toi, tu as fait l'inverse. Tu as choisi de me détruire pour sauver ta situation. Tu as choisi l'argent plutôt que l'honneur. Maman, je t'en supplie. Non, Nicolas. Il n'y a plus de supplication. Il n'y a plus que la vérité. J'ai sorti de mon sac à main la vieille clé en cuivre. Je l'ai posée sur la table entre nous. Tu vois cette clé? Il l'a regardée, les yeux écarquillés. C'est la clé de la maison où tu as grandi, où ton père et moi t'avons élevé dans l'amour. J'ai poussé la clé vers lui. Prends-la. Quoi? Prends-la. La maison sera vendue. L'argent de la vente servira à rembourser tes dettes. Le reste sera placé sur un compte bloqué. Tu ne toucheras rien de mon vivant. Il me regardait, bouche ouverte. Mais pourquoi? Parce que je suis ta mère, et qu'une mère, même trahie, ne laisse pas son enfant couler. Mais ne te méprends pas, Nicolas. J'ai retiré ma main de la table. Ce n'est pas un pardon, c'est un adieu. Le silence était total. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale. Maman, tu ne peux pas? Si, je peux, et je dois, pour mon propre bien, pour ma propre paix. Je me suis levé, lentement, dignement. Tu continueras à être poursuivi pour ce que tu as fait. La justice suivra son cours, mais au moins, tu ne seras pas ruiné. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. J'aurais voulu que tu sois l'homme que ton père espérait, mais tu as fait d'autres choix. Ce sont tes choix, pas les miens. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. Maman, attends, je t'aime, tu m'entends? Sa voix était désespérée. J'ai fermé les yeux un instant. Puis, je les ai rouverts. Je sais, Nicolas, je sais que tu m'aimes, à ta façon, mais ton amour n'a pas été assez fort pour te protéger de toi-même. Je suis sortie de la salle. Maître Lavigne m'attendait dans le couloir. Dominique, ça va? Oui, Charles, ça va. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais légère, pas heureuse, pas joyeuse, mais libérée. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'avais regardé mon fils en face. J'avais été juste. Maintenant, je pouvais tourner la page. En sortant du commissariat, le ciel de Paris était dégagé. Un rare soleil d'hiver perçait entre les nuages. J'ai respiré profondément. L'air était froid, pur. Maître Lavigne m'a raccompagné à l'appartement. Dans la voiture, il m'a demandé « Vous êtes sûr de votre décision? Vendre la maison? Rembourser ses dettes? Oui, ce n'est pas pour lui.
c'est pour moi. Je ne veux pas qu'il aille en prison en étant ruiné. Je veux qu'il comprenne qu'une mère donne toujours, même quand elle retire tout le reste. Il a hoché la tête. Vous êtes une femme remarquable, Dominique. Non, Charles. Je suis juste une mère qui a dû apprendre à lâcher prise. Les semaines qui ont suivi le face-à-face avec Nicolas ont été étranges, calmes, presque silencieuses. Je n'avais plus peur, plus d'angoisse, plus de confusion. Juste une sorte de paix, fragile, mais réelle. Maître Lavigne s'est occupé de tout. La vente de la maison, le remboursement des dettes de Nicolas, la mise en place d'un compte bloqué pour le reste de mon patrimoine. Dominique, vous êtes sûr de vouloir vendre? Cette maison, c'est toute votre vie. Non, Charles, cette maison, c'était ma vie d'avant. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. La maison a été vendue en 3 mois. Un couple de jeunes entrepreneurs. Ils étaient émus en visitant le salon, le jardin, les rosiers que j'avais plantés avec Henri. Cette maison a une âme, avait dit la jeune femme. J'avais souri. Oui, et j'espère qu'elle vous portera bonheur. Le jour de la signature chez le notaire, j'ai demandé à être seule dans la maison une dernière fois. J'ai marché lentement dans chaque pièce. Le salon où Nicolas jouait enfant. La cuisine où Henri et moi prenions notre café le matin. Notre chambre où il était mort dans mes bras. Tant de souvenirs, tant de vie vécue entre ces murs. J'ai posé ma main sur le mur du couloir. « Merci », ai-je murmuré. « Merci pour tout ce que tu nous as donné. » Puis, je suis partie, sans me retourner. Avec l'argent de la vente, après avoir remboursé les dettes de Nicolas, il me restait largement de quoi vivre confortablement. J'ai acheté un petit appartement dans le 15e arrondissement. Lumineux, simple, avec vue sur un square où les enfants jouaient. Rien de luxueux, rien qui ressemblait à ma vie d'avant. C'était parfait. Les semaines sont devenues des mois. Le procès de Nicolas et Élodie a eu lieu 6 mois après le face-à-face. Maître Lavigne m'a représenté. Je n'ai pas assisté aux audiences. Je ne voulais pas. Le verdict est tombé un après-midi de printemps. Élodie. 3 ans de prison ferme pour empoisonnement, escroquerie, faux et usage de faux. Avec son casier judiciaire, le juge n'a montré aucune clémence. Nicolas. 2 ans de prison avec sursis. Obligation de suivre une thérapie. Interdiction de me contacter pendant 5 ans. Maître Lavigne m'a appelé pour m'annoncer le verdict. « C'est fini, Dominique. C'est fini. » J'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Pas de soulagement. Pas de joie. Juste une immense tristesse. Pour l'enfant que j'avais perdu. Pour l'homme qu'il n'était jamais devenu. Les mois ont passé. Puis, les années. J'ai reconstruit ma vie. Lentement. Patiemment. Je me suis inscrite à des cours de peinture. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps. J'ai peint des paysages, des portraits, des scènes du jardin du Luxembourg. Mes mains tremblaient un peu, mais peu à peu, elles se sont apaisées. J'ai aussi rencontré d'autres femmes, des femmes de mon âge. Certaines avaient vécu des trahisons similaires, des enfants qui les avaient abandonnées, des maris qui les avaient trompées, des familles qui les avaient oubliées. Nous nous retrouvions au café du square. Nous parlions. Nous partagions nos histoires, nos douleurs, nos guérisons. « Comment faites-vous pour ne pas haïr votre fils ?» m'avait demandé une femme un jour. J'avais réfléchi longtemps avant de répondre. « Je ne le hais pas. La haine demanderait trop d'énergie. Je l'ai juste lâché. » Parfois, le soir, je sortais la vieille clé en cuivre de mon tiroir. Je ne l'avais finalement pas donnée à Nicolas. Au dernier moment, je l'avais gardée. Pas pour ouvrir une porte qui n'existait plus, mais pour me rappeler que j'avais eu le courage de partir, de me sauver, de choisir ma dignité plutôt que l'amour inconditionnel qui détruit. 3 ans après le procès, j'ai reçu une lettre, pas de Nicolas, de son avocat. « Madame Mercier, je me permets de vous écrire au nom de mon client, Monsieur Nicolas Mercier. Il souhaiterait vous rencontrer. Il comprend que l'interdiction de contact est toujours en vigueur, mais il aimerait obtenir votre accord pour une entrevue. Il dit avoir des choses importantes à vous dire. » J'ai relu la lettre plusieurs fois. Des choses importantes à me dire. 3 ans plus tard, j'ai pris une feuille de papier. J'ai écrit une seule phrase. Non, il n'y a plus rien à dire. J'ai posté la lettre le jour même. Ce refus n'était pas de la cruauté. C'était de la sagesse. J'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas aimer quelqu'un au point de s'y perdre soi-même. Nicolas avait fait ses choix. Il devait maintenant vivre avec. Moi, j'avais fait les miens, et j'avais choisi de vivre, vraiment vivre, pas dans le passé,
pas dans le regret, pas dans l'attente d'un pardon qui ne viendrait jamais, mais dans le présent, dans la lumière du jour, dans la paix de mes 87 ans. Un jour, en me promenant au jardin du Luxembourg, j'y retournais parfois pour retrouver Henri, je me suis assise sur notre banc habituel. Le soleil brillait à travers les arbres, les enfants jouaient près de la fontaine. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la main d'Henri sur la mienne. Pas vraiment, juste le souvenir, la présence. Tu as bien fait, Dominique, tu as bien fait. J'ai souri. Oui, j'avais bien fait. J'avais choisi la vérité plutôt que le mensonge, la dignité plutôt que la soumission, la liberté plutôt que la prison dorée. Et maintenant, j'attendais, pas le pardon, pas la réconciliation, juste que la vie, dans sa grande sagesse, fasse son œuvre. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 5 ans ont passé depuis le procès. 5 ans pendant lesquels j'ai vécu ma vie. Tranquillement, simplement. J'avais 89 ans maintenant. Mes cheveux étaient entièrement blancs, mes mains un peu plus tremblantes, mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Je ne pensais presque plus à Nicolas. Parfois, une image me revenait. Son rire d'enfant, sa main dans la mienne quand il avait 5 ans. Mais c'était comme un vieux film, lointain, presque irréel. Un matin de septembre, je suis allée faire mes courses au marché du 15e arrondissement. J'aimais marcher entre les étals, toucher les fruits, sentir les fleurs, parler avec les commerçants qui me connaissaient de maintenant. « Bonjour, Madame Dominique, des belles tomates aujourd'hui. »« Merci, Philippe, j'en prends 1 kilo. » En payant, j'ai entendu une voix derrière moi, une voix que je connaissais. Je me suis retournée. Élodie. Elle ne m'avait pas vue. Elle était dos à moi, en train de négocier des légumes avec un marchand. Mon cœur a battu plus fort. Pas de peur, de surprise. Je l'ai observée un moment. Elle avait tellement changé. Ses cheveux, autrefois coupés au carré avec élégance, étaient maintenant longs, ternes, attachés en queue de cheval négligée. Son visage était creusé, marqué. Ses vêtements étaient simples, usés. Elle comptait ses pièces de monnaie avec soin, comme quelqu'un qui n'a plus beaucoup d'argent. Le marchand lui a tendu un sac avec quelques pommes. « Voilà, madame. 3 €. Élodie a fouillé dans son porte-monnaie. Elle a sorti quelques pièces, les a recomptées, puis elle a rendu une pomme. « Désolée, je n'ai que 2,50 €. Je vais en prendre 3 au lieu de 4. » Le marchand a haussé les épaules et a repris une pomme. J'ai senti quelque chose d'étrange en moi. Pas de la satisfaction, pas de la joie, juste une constatation. La vie avait fait son œuvre. Élodie a tourné la tête et m'a vue. Nos regards se sont croisés. Elle s'est figée. Son visage est devenu blanc. « Dominique ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée, calmement. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, comme si les mots ne venaient pas. Finalement, elle a baissé les yeux et s'est éloignée rapidement, presque en courant. Ce soir-là, j'ai appelé maître Lavigne. « Charles, j'ai vu Élodie aujourd'hui, au marché. Elle avait l'air détruite. Que lui est-il arrivé ?» Un silence. « Vous voulez vraiment savoir ?» « Oui. » Il a soupiré. Après sa sortie de prison, elle n'a rien retrouvé. Personne ne voulait l'embaucher avec son casier judiciaire. Elle a essayé de retourner dans sa famille, mais ils ont refusé de la recevoir. Trop de honte. Elle vit maintenant dans un petit studio social. Elle travaille comme femme de ménage. À mi-temps. C'est tout ce qu'elle a pu trouver. Et Nicolas ? Un autre silence, plus long. Nicolas a divorcé d'Élodie juste après le procès. Il a essayé de reconstruire sa carrière, mais sa réputation était détruite. Personne ne voulait travailler avec un homme qui avait empoisonné sa propre mère. Il a dû quitter Paris. Il vit maintenant dans une petite ville de province. Seul. Il travaille. Des petits contrats. Rien de stable. Il a 60 ans maintenant. Il est brisé, Dominique. J'ai raccroché. Je me suis assise près de la fenêtre. La clé en cuivre était posée sur la table, comme toujours. Je l'ai prise dans ma main. Brisée. Mon fils était brisé. Pas par moi, mais par lui-même, par ses propres choix. Quelques semaines plus tard, je suis retournée au jardin du Luxembourg. C'était une belle journée d'automne. Le ciel était d'un bleu profond. Les feuilles des arbres commençaient à tomber. Je me suis assise sur mon banc habituel, celui où Henri et moi venions autrefois. Et là, au loin, près de la fontaine Médicis, j'ai vu une silhouette, un homme seul, assis, la tête baissée. Mon cœur a reconnu avant mes yeux.
Nicolas. Il ne m'avait pas vu. Il était trop loin, trop perdu dans ses pensées. Je l'ai observé longuement. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient gris, presque blancs. Son dos était voûté. Il portait un vieux manteau. Il était seul, complètement seul. Personne ne venait s'asseoir à côté de lui. Personne ne lui parlait. Il regardait les enfants jouer. Avec un regard que je connaissais bien, le regard de quelqu'un qui a tout perdu. J'ai pensé me lever, m'approcher, lui parler. Mais quelque chose m'a retenu. Pas de la rancœur, pas de la colère, juste la sagesse. La sagesse de comprendre que certaines distances doivent être maintenues, que certaines ruptures sont nécessaires, même quand elles font mal. Nicolas devait vivre avec ses choix, avec ses regrets. C'était son chemin, pas le mien. Je me suis levée et je suis partie, doucement, silencieusement. Mais avant de quitter le jardin, je me suis retournée une dernière fois. Nicolas était toujours là, seul, immobile. Et j'ai compris. La vie lui avait rendu exactement ce qu'il m'avait donné. La solitude, l'abandon, la perte. Il avait voulu me faire disparaître, me voler ma vie, mon esprit, ma liberté. Maintenant, c'était lui qui avait disparu. Lui qui avait perdu. Lui qui était prisonnier de son propre vide. En rentrant chez moi ce soir-là, je n'ai pas ressenti de satisfaction. Pas de revanche. Juste une immense tristesse et une immense paix. Tristesse pour l'enfant qu'il avait été, pour l'homme qu'il aurait pu devenir. Paix pour la femme que j'étais devenue, celle qui avait choisi de partir, de se sauver, de vivre. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Henri était là, dans notre salon d'autrefois. « Tu as vu ?» m'a-t-il dit. « Oui, j'ai vu. La vie a fait ce qu'elle devait faire. Oui, mais cela me rend triste quand même. » Henri a souri. Ce sourire doux que je connaissais si bien. « C'est normal d'être triste, Dominique. Cela prouve que tu as encore un cœur. Mais ne culpabilise pas. Tu as fait ce qui était juste. Le reste ne t'appartient pas. » Je me suis réveillée avec des larmes sur les joues. Mais c'étaient des larmes de libération finale. Les jours suivants, j'ai continué ma vie. Mes cours de peinture, mes promenades, mes après-midi au café avec mes amis. Mais quelque chose avait changé en moi. J'avais compris que la justice n'a pas toujours besoin de nos mains pour s'accomplir. Que le karma n'est pas une vengeance, c'est juste l'équilibre. Ce qu'on donne, on le reçoit, tôt ou tard. Nicolas avait voulu me voler ma vie. Il avait perdu la sienne. Élodie avait voulu m'empoisonner. Elle était maintenant empoisonnée par sa propre solitude. Je ne les avais pas punis. La vie l'avait fait. Et moi, j'avais choisi de vivre, vraiment vivre, non pas dans l'ombre de ce qu'il m'avait été fait, mais dans la lumière de ce que j'avais reconstruit. Ce matin, j'ai 89 ans. Je me suis réveillée dans mon petit appartement du 15e arrondissement. Le soleil entrait par la fenêtre. Les enfants jouaient dans le square en bas. J'ai préparé mon café. Lentement, avec soin. Mon café. Pas celui d'Élodie. Et j'ai souri. Cela fait maintenant 6 ans que j'ai quitté cette maison. 6 ans que j'ai découvert la vérité. 6 ans que j'ai choisi de partir. Certains me demanderaient « Dominique, regrettez-vous » La réponse est simple, non. Je ne regrette pas d'avoir aimé mon fils. Je ne regrette pas d'avoir été une mère dévouée. Je ne regrette pas les années passées dans cette maison avec Henri. Mais je ne regrette pas non plus d'être partie, d'avoir choisi ma dignité, ma liberté, ma vie. Hier, j'ai reçu une lettre, pas de Nicolas, de sa nouvelle adresse, un petit village dans le sud de la France. L'écriture était différente, plus tremblante, plus humble. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu es toujours à cette adresse. Mais je dois essayer. J'ai 60 ans maintenant. Ma vie n'est pas celle que j'imaginais. J'ai perdu tout ce que j'avais. Mon travail, ma réputation, ma femme, et surtout toi. Chaque jour, je pense à ce que j'ai fait. Chaque jour, je me réveille avec le poids de mes erreurs. Ce n'est pas de la pitié que je cherche. C'est juste la vérité. Tu avais raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je voulais te faire disparaître. Maintenant, c'est moi qui ai disparu. Je voulais te voler ta liberté. Maintenant, c'est moi qui suis prisonnier. Prisonnier de mon propre vide. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Papa serait tellement déçu de moi. Toi aussi, tu as le droit de l'être. Je t'aime, maman. Je sais que ces mots ne signifient plus rien après ce que j'ai fait. Mais ils sont vrais. Nicolas. J'ai lu cette lettre plusieurs fois.
Puis je l'ai posée sur la table. J'ai regardé par la fenêtre. Les enfants jouaient toujours. Le soleil brillait toujours. Et j'ai compris que cette lettre n'était pas pour moi. Elle était pour lui, pour qu'il puisse vivre avec lui-même, pour qu'il puisse se dire qu'il avait essayé, qu'il avait reconnu. Mais moi, je n'avais plus besoin de cette reconnaissance. J'avais déjà fait mon chemin, mon propre chemin, celui de la guérison, de la reconstruction, de la paix. Je me suis levée et j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. J'ai sorti la vieille clé en cuivre, cette clé que j'avais gardée pendant toutes ces années. Je l'ai tenue dans ma main. Elle était froide, lourde. Cette clé n'ouvrait plus aucune porte. La maison n'existait plus. Du moins, elle ne m'appartenait plus. Mais elle m'avait accompagnée. Elle m'avait rappelé chaque jour que j'avais eu la force de partir, de fermer une porte, de tourner une clé, de commencer ailleurs. J'ai mis mon manteau et je suis sortie. Je suis allée au jardin du Luxembourg. Une dernière fois, je me suis assise sur le banc près de la fontaine Médicis. Notre banc, celui d'Henri et moi. Il faisait beau. Les feuilles d'automne dansaient dans le vent. Les enfants riaient. J'ai sorti la clé de ma poche. Et j'ai murmuré « Henri, j'ai fait ce que tu m'as appris. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi la dignité. J'ai choisi de vivre. J'ai regardé la clé une dernière fois. Puis je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fontaine. Et j'ai jeté la clé dans l'eau. Elle a coulé lentement, en silence, comme un poids dont on se libère enfin. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais connue. Plus de clés, plus de symboles, plus d'attachement à ce qui était. Juste moi, vivante, libre, entière. Ce soir, je pense à toutes les femmes qui m'écoutent, toutes celles qui, peut-être, vivent une trahison similaire, qui se demandent si elles doivent rester ou partir, si elles doivent pardonner ou se protéger. Je veux leur dire quelque chose. Ma chère amie, où que tu sois, si tu es dans une situation où quelqu'un que tu aimes te détruit, écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé de rester. Tu n'es pas obligé de tout supporter au nom de l'amour. Tu n'es pas obligé de te sacrifier jusqu'à disparaître. L'amour véritable ne détruit pas. Il construit. Si quelqu'un te vole ta dignité, ta liberté, ta santé mentale, ce n'est plus de l'amour, c'est de la destruction. Et tu as le droit de partir, même si cette personne est ton enfant, ton mari, ton parent. Tu as le droit de choisir ta vie. Partir n'est pas un échec, c'est un acte de courage. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Choisir sa paix plutôt que la souffrance n'est pas une trahison, c'est de l'amour de soi. Et crois-moi, ma chère amie, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ceux qui trahissent finiront par être trahis par leur propre choix. Ceux qui détruisent finiront par être détruits par leur propre vide. Ce n'est pas à toi de les punir, c'est à la vie de faire son œuvre. Toi, tu dois juste te sauver, te reconstruire, vivre. Aujourd'hui, à 89 ans, je peux dire une chose avec certitude. J'ai eu raison de partir. J'ai eu raison de choisir ma dignité. J'ai eu raison de croire que la vie pouvait encore être belle, même après la trahison. Et elle l'est. Oh, elle l'est. Mon fils est seul. Ma belle-fille est seule. Ils ont perdu tout ce qu'ils voulaient obtenir en me détruisant. Moi, j'ai tout gagné en me sauvant. Des amis, de la paix, de la liberté, de la joie. Et surtout, je me suis retrouvée moi-même. Dominique, pas la mère de Nicolas, pas la veuve d'Henri, juste Dominique, une femme de 89 ans qui peint, qui rit, qui vit. Si mon histoire a touché ton cœur, si elle t'a aidé à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Parce que c'est pour cela que je raconte. Pas pour me venger, pas pour juger, mais pour dire à toutes les femmes qui m'écoutent, vous valez plus que ce qu'on vous fait subir. Vous méritez d'être respectées, aimées, protégées. Et si personne ne vous protège, alors protégez-vous vous-même. Partez, sauvez-vous, vivez. La vie est courte, trop courte pour la passer dans l'ombre de ceux qui nous détruisent. Ce soir, je vais me coucher en paix. Demain, je me réveillerai avec le soleil. J'irai au marché. Je peindrai un paysage. Je boirai mon café en regardant les enfants jouer. Et je serai heureuse, parce que j'ai choisi de l'être. Parce que j'ai compris que le bonheur n'est pas dans ce qu'on possède. Il est dans ce qu'on choisit. Et moi, j'ai choisi la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et
et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, racontez-le en commentaire. Vos histoires nous guérissent toutes. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seuls. Nous sommes toutes reliées par nos douleurs et surtout par notre force. À très bientôt. Prenez soin de vous.